suis avocat, barreau de Strasbourg. Je suis docteur en droit parce que j'ai fait ma thèse sur le partage des données de santé. C'est comme ça que j'ai connu le hackathon, le Hacking Health Camp, il y a maintenant, dès la première édition. J'avais envoyé un mail en disant bonjour, je travaille sur ce sujet et est-ce que je peux participer même si je suis juriste? Et Sébastien m'avait dit ah bah oui, il faut participer et puis il faut venir éventuellement aider parce qu'il y a des besoins juridiques. Et donc j'étais ravie parce que c'était la première fois qu'on me disait qu'on avait éventuellement besoin de quelqu'un qui traite des données de santé et du partage des données de santé. Et effectivement, aujourd'hui, c'est mon activité principale en tant qu'avocat. Et oui, on en a besoin, et on en a besoin du droit dans le secteur du numérique, pas seulement pour parler des sanctions du RGPD et de à quel point les procès sont nombreux et à quel point ça peut coûter cher, mais aussi pour valoriser des projets, surtout pour valoriser des projets. Et dans les porteurs de projets que je reçois, il y en a certains dans la salle aujourd'hui, on parle aussi de quelle stratégie on peut adopter pour valoriser un projet et pour faire en sorte d'avoir un projet super au moment où on va lever des fonds. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis là pour répondre à une question que j'ai découvert hier, en fait. Parce que ça toujours un petit peu en avance, ça, quand on est juriste. Et on m'a posé j'ai posé la question, mais sur quoi je dois intervenir? Déjà, je ne sais plus. Et donc, Alain m'a dit, la question là, de quel droit j'utilise tes données? Donc, le titre est absolument pas contractuel, voilà, parce que je n'ai pas choisi, vous voyez, ce titre, mais pour autant, ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce qu'en réalité, c'est la manière la plus naturelle de poser les choses. Qui dans la salle fait partie, a un projet et va concourir entre guillemets ce week-end? Ouais, quand même. Oui, en fait, si on participe. D'accord, donc moi c'est en priorité pour vous que je suis là, pour faire en sorte que vous puissiez répondre déjà à des premières questions juridiques, et puis pour tous les autres qui participeront tôt ou tard, ou qui ont déjà participé, ces questions-là, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez envie qu'on y réponde, et donc je suis tout à fait prête, puisque l'intitulé n'est pas contractuel, à adapter mon propos. Donc n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure. Alors la première question, puisque on me demande de quel droit j'utilise ces données, donc c'est moi qui vais utiliser vos données, et donc on se tutoie, hein, d'accord, très bien. Alors première question, c'est quoi tes données? C'est-à-dire, ça veut dire quoi données? Et c'est pas inutile de s'attarder un instant sur cette question, parce que entre l'information, la donnée à caractère personnel et la donnée à caractère personnel relative à la santé, c'est pas du tout la même chose. Là, j'ai ressorti des définitions qui sont à la fin en bibliographie, les définitions notamment du professeur André Lucas sur l'information. Une information, c'est un élément de connaissance. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a un support. La donnée a un support. La donnée, elle est sur un support, et c'est sur un support de communication électronique qui va permettre de diffuser, et qui va, tant qu'à faire, essayer d'être interopérable de manière à la diffuser sur différents systèmes d'information, sur différents canaux. L'information, une information personnelle, c'est quelque chose, c'est un élément de connaissance. Alors, sur vous, sur toi, hein, puisque c'est ça la question. La donnée, c'est une forme codée d'information en vue d'un traitement déterminé. Donc, on est vraiment sur une volonté de partager, de traiter. Donc ça, c'est la définition du professeur Grémy, un des pionniers de la bioinformatique. Et puis, la donnée médicale, c'est bien évidemment la donnée qui est le résultat d'une transformation pour l'utiliser dans le domaine médical. Et la donnée à caractère personnel, c'est la donnée qui fait un lien avec un individu. On le verra après. Alors, c'est quoi l'utilisation? C'est-à-dire, c'est quoi le traitement? C'est quoi le but? C'est quoi le projet? L'utilisation, moi, ça renvoie au terme de traitement de données à caractère personnel, mais traitement dans l'ensemble, qui est toute opération, collecte d'opérations. C'est-à-dire que quand on parle souvent on m'interroge sur la gestion des fichiers en matière de données personnelles. En réalité, le terme juridique, c'est traitement. Et souvent, on me parle d'hébergement, puisque l'hébergement est un des traitements possibles de données à caractère personnel. Mais en réalité, un traitement, c'est une conservation, un hébergement, une suppression, une transformation, un accès, tout ça, c'est un traitement de données. Donc, c'est extrêmement vaste. Le fait d'accéder à la donnée, pourquoi est-ce que j'ai posé la question de cette manière? Quand on me dit, quand on me pose la question de quel droit j'utilise tes données,
avant de les utiliser et d'en faire, moi, quelque chose qui m'intéresse, avant d'utiliser dans un projet, admettons, une base de données libre, hein, avant de l'utiliser, il faut que j'y accède. Et donc, il est important de se poser la question un peu en amont de est-ce que je peux y accéder sans commettre d'infraction, tant qu'à faire. Puisque chaque année, un certain nombre de candidats viennent nous voir en disant moi j'ai une base de données qui m'intéresse, est-ce que je peux la siphonner sans problème? Alors vous avez déjà un petit peu la réponse dans la question, non. non, on ne peut pas pénétrer dans un système d'information, y accéder frauduleusement, je vais vous expliquer ce que c'est frauduleusement, et y prendre les données dont on a besoin. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc la première question c'est est-ce que l'accès au système d'information que vous visez est frauduleux? Et là, l'accès frauduleux, eh bien, j'ai deux exemples qui sont, je ne veux pas dire effrayants, mais qui doivent quand même appeler à une certaine vigilance. Le premier, c'est l'arrêt Miss Event de Paris 2017, qui nous dit que l'intention frauduleuse de la personne qui allait dans la base de données des contacts de Miss Event pour l'utiliser et en extraire toutes les données perso dont il avait besoin, eh bien, cette personne avait une intention frauduleuse qui était claire puisqu'elle avait utilisé des scripts spécialement conçus pour ça. Donc, il n'y avait pas de doute sur le fait que la base de données allait être aspirée dans son intérêt. Il n'est pas arrivé là par hasard. Alors, on peut me dire, oui, mais moi, si je suis sur Google et puis je tombe sur une arborescence qui n'est pas du tout protégée, avec des choses qui m'intéressent, est-ce que là, c'est frauduleux ou pas d'y accéder de telle manière? Là, vous allez me répondre quoi? Vous avez senti l'orientation de ma question. Alors, c'est l'affaire Bluetooth. Et cette affaire Bluetooth, elle est extrêmement intéressante. Parce qu'en 2015, la Cour de cassation, l'affaire a commencé bien plus tôt, hein, mais en 2015, la Cour de cassation a reconnu qu'un blogueur, en l'occurrence il s'appelle Bluetooth, c'est le fondateur du site refletinfo.org si vous connaissez, il se baladait tranquillement sur l'internet du monde, il était avec son petit moteur de recherche Google et il est tombé sur le site de l'ANSES, qui est donc l'Agence nationale de sécurité des produits de santé, anciennement fait comme ça. Bref. Et il se rend compte que le système n'est pas du tout protégé et qu'il arrive à remonter dans les arborescences tout à fait tranquillement. Et il tombe sur un PowerPoint qui fait état des dangers des nanoparticules pour les consommateurs. Il dit, tiens, ça c'est quand même intéressant, on n'en a jamais entendu parler, il l'enregistre. Et puis ensuite, il signale à l'ANSES que son système n'est pas protégé. Que fait l'ANSES? Nous sommes un opérateur d'importance vitale, donc nous allons engager une plainte pénale. Et c'est ainsi que ce blogueur s'est monté jusqu'en cour de cassation, parce qu'il n'avait manifestement aucune intention d'aspirer des données de manière frauduleuse, puisqu'il va même prévenir le responsable qu'il y a un souci. Mais il a quand même il est confronté à la loi Godefroy de 88, qui est une loi qui nous dit que toute personne qui pénètre dans un système automatisé de données peut se voir reprocher cette intention frauduleuse, puisque même s'il n'y fait rien de répréhensible à l'intérieur, il n'a pas eu l'autorisation de la personne concernée. C'est la même chose pour un étudiant qui utilise encore ses codes d'accès à l'université, aux bibliothèques de l'université des années plus tard. L'étudiant va dire, bah oui, mais enfin, ça marche, moi j'ai rien hacké, mais même si ça fonctionne, eh bien, il ne pouvait ignorer qu'il était en train d'accéder à une base de données à laquelle il n'avait plus le droit d'accéder. Donc vous voyez que ce n'est pas parce que matériellement on sait faire qu'on a le droit de le faire. Donc déjà, de quel droit j'utilise vos données? Réfléchissez quand même à la question de l'accès même avant d'utiliser les données. Je reviens un peu en arrière. On en était donc à l'utilisation. L'accès frauduleux. Deuxième question à se poser, la donnée est-elle protégée par le droit d'auteur? Là encore, le droit d'auteur, ça concerne les photos, les sacs à main Vuitton, et puis aussi les logiciels, des bases de données et des œuvres qui sont protégées par le code de la propriété intellectuelle. Alors on s'y attarde un petit peu. Souvent, on appelle ça le plagiat. C'est pas que recopier une thèse, le plagiat. C'est le fait de reproduire sans autorisation. Et je dis pas ça parce que la mienne a été honteusement recopiée, mais bon. Je dis ça parce que le fait de reproduire sans autorisation une œuvre protégée, une œuvre originale, puisque l'œuvre est protégée à partir du moment où elle est originale, dès le début, c'est pas comme un brevet, vous avez besoin de le déposer. Eh bien, c'est une contrefaçon, c'est puni 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. La solution, c'est de se tourner vers le livre.
Voilà, tout simplement. Donc soit vous payez une licence pour utiliser un logiciel, une brique, un développement qui ne vous appartient pas, soit vous tournez vers le libre et vous en respectez les conditions d'utilisation qui sont prévues par Creative Commons. Et après, les gens qui savent vont sur GitHub et font des choses très bien. Mais il faut avoir le réflexe de penser à ça. Je vais arriver finalement au cœur de la question qu'on m'a posée, puisque je sais bien que c'est ça dont on voulait me parler. Quand on me dit de quel droit tu utilises mes données, en réalité, on veut parler du RGPD. Alors, le RGPD, il se situe là. La donnée concerne-t-elle une personne identifiée ou identifiable? Si c'est le cas, je ne vais pas vous dire patatras, si c'est le cas, il faut simplement avoir en tête qu'on va avoir le droit des personnes à respecter. Et que les données, il va falloir leur apporter un niveau de sécurité important. Alors, qu'est-ce que déjà une donnée qui vous concerne? C'est-à-dire la donnée, est-ce qu'elle concerne une personne identifiée ou identifiable? Si c'est oui, on applique le RGPD. Si c'est non, on n'applique pas le RGPD. Puisque la personne ne peut pas être impactée, on ne sait pas qui elle est, on ne peut pas faire le lien avec elle. En revanche, gardez à l'esprit qu'un numéro de sécurité sociale, un numéro de téléphone, une adresse mail, un numéro de carte bleue, de compte bancaire, une adresse IP est une donnée à caractère personnel. Donc il faut respecter le règlement général sur la protection des données dès qu'on est dans ce cadre-là. L'article 4.1 nous dit « Toute information se rapportant à une personne physique identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro, des données de localisation aussi, vous êtes toujours nombreux à utiliser de la géolocalisation, un identifiant en ligne, plusieurs éléments spécifiques propres à son identité, on est dans les données personnelles. On est au Hacking Healthcom. Donc ça veut dire que beaucoup des données utilisées ce week-end seront des données de santé. Voilà, c'est un cran au-dessus. C'est-à-dire que on est, lorsqu'on parle des données, on est à la moitié? Merci. Lorsqu'on parle des données à caractère personnel relatives à la santé, il faut savoir que le principe, c'est l'interdiction. On n'a pas le droit. Un médecin, par principe, n'a pas le droit de faire un dossier médical. Un hôpital, par principe, n'a pas le droit d'avoir un système d'information hospitalier. C'est interdiction. Vous allez me dire, il se moque un petit peu là. Non, simplement, je vais attirer votre attention sur le fait qu'on est dans le cadre de la dérogation. Et toute dérogation doit s'entendre strictement. Donc, les médecins sont autorisés à avoir des dossiers médicaux. Depuis Rhazès et l'Antiquité, ils le font très bien. Les hôpitaux sont autorisés à avoir des systèmes d'information hospitaliers et à partager des données dans le cadre très strict de l'autorisation de la loi. C'est le Code de la santé publique, c'est la loi informatique et liberté, c'est beaucoup de textes qui composent ce qu'on appelle un corpus et qui vont autoriser les professionnels de santé en premier lieu, dans une stricte finalité thérapeutique, s'ils apportent des garanties appropriées et s'ils respectent le droit des personnes sur ces données. Sous réserve de ça, on peut faire un traitement de données personnelles relatif à la santé. Les personnes qui ne sont pas professionnelles de santé peuvent le faire aussi, mais ils doivent demander l'autorisation expresse des personnes pour ce faire. Donc on est dans une dérogation, il faut être extrêmement précautionneux lorsqu'on est sur des données relatives à la santé. Au niveau de la conservation des données, on parle d'hébergement de données de santé à caractère personnel. Vous avez sans doute entendu parler de l'HDS, cet hébergement qui aujourd'hui est une certification. Eh bien, cette certification, toute personne, tout hébergeur qui héberge des données de santé à caractère personnel, il doit avoir cette certification, anciennement agrément. Si vous êtes porteur d'un projet, que vous traitez des données de santé à caractère personnel, vous devez faire appel à un prestataire extérieur qui va être 10 fois plus cher que les autres, mais c'est obligatoire, c'est un hébergeur de données de santé à caractère personnel. Si vous ne voulez pas faire appel, par exemple, à ce type de personne, il faut anonymiser. C'est-à-dire qu'entre vous et l'hébergeur, il faut qu'il y ait une anonymisation irréversible. Alors quand on me dit, bah oui, mais moi j'anonymise avec un alias. Non, non, un alias, vous pouvez revenir en arrière. Donc c'est pas de l'anonymisation, ça va être de la pseudonymisation. Et le RGPD nous dit clairement que la pseudonymisation, c'est le champ des données personnelles. Alors les données de santé, là encore, un champ très large. Ça n'a pas beaucoup changé depuis 1995, donc c'est pas une révolution, le RGPD en matière de santé. C'est l'ensemble des données qui se rapportent à un état de santé d'une personne concernée. Je vais vous la faire simple. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, nous dit que la santé, c'est un état physique complet de bien-être mental, physique et social, je crois que c'est la formulation. La donnée de santé, c'est la même chose. C'est-à-dire que toute personne qui sera, tout état, même physiologique,
Il y a quelques années, je me suis un peu pris le bec sur des questions de bien-être. Ça n'existe pas, c'est de la santé. Donc les données wellness, vous oubliez, c'est de la santé, il faut les protéger. Ça concerne une personne identifiée, identifiable. C'est des paramètres physiologiques. Donc ce sont des données de santé. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi mon droit d'utiliser tes données? Eh bien, les données personnelles, dans leur globalité, je ne parle plus que des données de santé. Eh bien, les données personnelles, il va falloir avoir conscience qu'on ne peut les traiter que sur ces principes-là. On est au cœur de la question, hein, de quel droit? Eh bien, sur cette base-là. C'est-à-dire, principalement, si la personne a donné un consentement. Vous ne pouvez pas utiliser les données personnelles d'une personne sans son consentement. Consentement qui doit être éclairé. C'est-à-dire dire à la personne principalement quelle est la finalité. Pourquoi vous recueillez les données? Vous avez besoin d'utiliser au cours du week-end un dossier médical de patient parce que vous êtes médecin et que vous avez sorti quelques dossiers pour le tester. Ne le faites pas sans autorisation du patient. Vous allez me dire, ah, mais c'est un concours, c'est pas public. Peu importe, il n'y a pas de critère du privé-public ici. Vous les utilisez, c'est un traitement de données, donc vous ne pouvez pas le faire sans le consentement du patient. Vous pouvez encore moins aspirer une partie du système d'information hospitalier des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ça s'est jamais vu, je vous rassure. Donc, le traitement est autorisé soit s'il y a un consentement éclairé, soit s'il y a un contrat, d'accord, hein, vous passez un contrat, c'est classique, c'est une sorte de consentement, soit s'il y a une obligation légale, c'est-à-dire si la création du traitement est prévue par la loi. C'est par exemple le cas du dossier médical personnel. C'est la loi qui prévoit que, dans une optique d'équilibre budgétaire des comptes de la sécurité sociale, on a créé le dossier médical personnel. Alors, les données. Quand on me pose la question, on me dit que parle de tes données. Ça veut dire tes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vous appartiennent ou qu'elles vous concernent? Je vais être très clair là-dessus. On se pose souvent la question sur la propriété de l'information. Il n'y a pas de propriété de l'information. Vos données, les données qui vous concernent, ne vous appartiennent pas. Elles ne m'appartiennent pas non plus. Elles n'appartiennent à personne. Parce que les données qui émanent de votre personne ont le même régime que le corps humain. Et le corps humain est indisponible. C'est pour ça qu'en France, on ne peut pas vendre des organes, on ne peut pas vendre son sang. Il y a des petits arrangements qui se font pour la santé publique, mais on ne peut pas les vendre, c'est de l'indisponibilité du corps humain. Eh bien, l'information relative à la santé des personnes, elle a le même régime. Dans le droit français, si on vend une information personnelle, c'est comme si on vend un morceau de corps humain, eh bien, c'est contraire à l'ordre public. Donc, un projet qui, admettons, partirait du postulat et son modèle économique serait qu'on achète aux patients ces données pour en faire ce qu'on veut, eh bien, c'est contraire à l'ordre public. Donc, c'est pas la peine d'aller plus loin. Après, on a le droit d'utiliser les données sous réserve que la personne y consente. Mais c'est un droit sûr. C'est pas un droit de propriété comme vous pouvez être propriétaire de votre appartement. Il ne faut pas confondre avec la propriété des bases de données, qui, elles, relèvent du droit d'auteur et qui protègent l'investissement financier. Donc, on peut acheter une base de données, mais on n'achètera jamais les données à l'intérieur. Je vous prends l'exemple des pharmaciens. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Le pharmacien dit, moi, les données qui sont à l'intérieur de mon logiciel, elles m'appartiennent. Je dis non, la base de données vous appartient, parce que vous l'avez constituée. En fait, non, elle appartient à votre éditeur de logiciel. Mais elle ne vous appartient pas à vous. Pour terminer, quels sont les droits des personnes concernées? Une fois qu'on a dit qu'il n'y avait pas de propriété, mais qu'il y avait des droits des personnes concernées à, eh bien, à la rectification, l'effacement, le verrouillage, la mise à jour, ça c'est ancien, ça date de 78. Les nouveautés du RGPD, c'est le droit à la portabilité. Donc vous avez le droit de partir avec vos données sur un format exportable, partageable, surtout pour faciliter la concurrence et aller notamment chez un nouvel hébergeur ou prestataire informatique. Le droit d'opposition, qui est distinct des autres droits. Le droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée, sauf si c'est nécessaire à un contrat ou avec consentement. C'était notamment le cas de l'admission post-bac du logiciel qui vous disait globalement on prend une décision automatisée individuelle sur la base d'un algorithme qu'on garde bien secret, et bien ça c'est contraire à la loi.
Alors la dernière question, c'est qu'est-ce que je vous dois, hein, on se doit quelque chose. Alors, est-ce que c'est une sanction ou une rémunération dont on va parler? Je rappelle quand même si le droit, je le redis encore, c'est loin de se résumer à ce genre de sanctions, mais les sanctions sont réelles sur la base du règlement général sur la protection des données. Ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, ou 20 millions d'euros d'amende si vraiment il y a une faille de sécurité qui n'a pas été signalée sur des données qui ont été recueillies sans consentement des patients et qui auraient été vendues dans un but frauduleux. On pourrait aller jusque-là. On n'y est pas encore, même Google n'a pas payé ça malgré ses dernières mises en garde, donc je vous rassure un petit peu. Cela dit, la CNIL l'a dit, la loi informatique et liberté, elle date de 1978, le RGPD l'a remise à la mode, 80% du RGPD, c'est une loi qui a 40 ans, donc qu'il faut appliquer maintenant. Voilà. Donc sur la base de la loi de 1978, il y aura des sanctions sur la partie qui dépasse, c'est-à-dire sur les 20% de plus d'obligations RGPD, on a peut-être encore 1 an et demi devant nous avant d'avoir des sanctions. Donc il faut la conformité RGPD, on entend beaucoup parler, il y a énormément de braconniers du RGPD, il faut s'en méfier, mais en tout cas pour aujourd'hui et pour répondre à la question de quel droit j'utilise ces données, eh bien, je crois qu'on a passé rapidement dessus. Si on a quelques minutes, je veux bien des questions. On a peut-être 1 minute ou 2, c'est ça, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Bon bah écoutez, on est dans le timing. Oui, je t'en prie. Est-ce que le consentement de l'hôpital est suffisant pour accéder aux bases de données? Ici? En général. Est-ce que si l'hôpital nous dit qu'on nous autorise à accéder à ces bases de données, c'est suffisant? En fait, il doit vous demander pourquoi pour vous délivrer une autorisation. Donc la question, ça va être la question de la finalité. À une fin de recherche, à une fin de... À ce moment-là, il faut suivre un protocole de recherche et avoir une autorisation basée justement sur la finalité de la recherche. C'est chapitre 10 de la loi informatique et liberté. Mais ça ne dépend pas de l'éditeur de logiciel. Comment? Imaginons que c'est une base de données qui a été produite par un logiciel qui est sous-traitant et contractualisé avec l'hôpital. Ouais. Si jamais l'hôpital dit « j'accepte à des fins de recherche à donner ma base de données », l'éditeur de logiciel n'a aucun droit de regard et n'a pas le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Entre donner et accéder, c'est pas pareil, mais l'éditeur de logiciel ne peut pas s'opposer à un accès sur la base d'une recherche comme ça, sauf à considérer qu'il y aurait une violation du contrat que l'éditeur a passé avec l'hôpital. Donc il faut quand même vérifier dans les clauses s'il y a par exemple ce genre de limitation, parce que les éditeurs sont de plus en plus nombreux à essayer de facturer plus cher quand il y a des finalités de recherche, en disant que vous les faites avec des industriels, vous gagnez de l'argent, donc on veut une part du gâteau. Donc il faut vérifier les contrats. Ils ont le droit de faire ça? Si c'est par contrat, le contrat est la loi des parties. Je vous remercie.